Moi, c'est Sidi El Mehdi Galbaka. Je suis natif de Kidal. Je suis un jeune actif. Je suis également animateur de radio. Président. Et président de la jeunesse de la communauté Imrad à Kidal. Nous avons juste besoin d'un témoignage de vous. Vous avez été victime des exactions qui ont été récemment faites sur des jeunes de Kidal qui ont voulu brandir le drapeau malien. Ils ont été victimes de toutes sortes d'exactions. Vous qui avez été parmi ces jeunes-là, est-ce que vous pouvez nous donner quelques témoignages? Bien sûr, parce que je dirais que je suis même le meneur. Vous savez, depuis le départ de l'armée malienne, depuis l'arrivée des islamistes, après les MNLA, il y a encore une fusion MNLA islamiste, et puis après MNLA, les populations maliennes n'ont fait que souffrir. Parce que les Blancs sont venus, hein. La MISMA était présente, également comment on les appelle, la Croix-Rouge et autres. Et je ne pense pas si un seul jour quelqu'un s'est posé la question où sont les Maliens à Kidal et ils souffrent à quel degré. Parce que tout le monde sait qu'il y a toujours des Maliens à Kidal, parce qu'il y a une réalité qu'on ne pourra jamais cacher. Kidal, c'est une partie du Mali. On pourrait ne pas être d'accord sur certains points, mais sur l'intégrité territoriale, ça c'est indiscutable. Donc, depuis ces islamistes-là, nous, les Maliens, nous faisons que souffrir. D'abord, toutes les lois doivent être forcément appliquées sur nous et contre nous. La religion doit nous sanctionner forcément. Bien vrai que nous sommes des musulmans et nous faisons notre islam comme les autres. Les 5 prières, on assure, mais dans cette religion, on a trouvé un moyen pour nous punir, pour nous faire passer comme des mauvais. Alors, nous on subit. Et après, l'MNLA est arrivé parce qu'on ne fait pas son affaire. Elle a trouvé aussi des moyens politiques pour nous handicaper. Il y a mille manières de faire du mal à des femmes, à des enfants, et souvent même des femmes enceintes. D'abord, vous savez, quand il y a les dons, on n'en profite pas parce que nous sommes des Maliens. Quand il y a des médicaments, on n'en profite pas parce que nous sommes des Maliens. Et que quand il y a une réunion ou quelque chose comme ça, on ne peut pas y avoir accès. Donc nous sommes sous-alimentés, nous sommes sous-informés. Tout ça juste parce que nous sommes des Maliens. Alors, donc l'histoire a continué. À un certain moment, on n'a pas pu tenir. Personnellement, j'étais obligé d'aller jusqu'en Algérie. Mais avec l'affaire de Konna, beaucoup de gens ont décidé de revenir pour apporter leur pierre à l'édifice. Donc je suis revenu à Kidal, et toujours avec mon drapeau, vert, jaune, rouge. On a commencé à travailler en douceur. Bien vrai que personne ne nous aime, et personne ne s'intéresse à ce qu'on fait. On veut toujours nous embarquer dans ces histoires du MNLA. Et Dieu merci, on a vraiment résisté. Donc le 5 juillet, si vous vous rappelez bien, le premier contingent de l'armée malienne, le FAMA, est arrivé à Kidal. Et c'est vers 17h30. Quand les militaires sont arrivés, moi, quelques femmes, quelques jeunes, on a décidé de sortir pour les accueillir. Mais sortir avec les drapeaux du Mali. Parce que les MNLA pensaient à tout. Les MNLA imaginent tout, sauf voir quelqu'un de Kidal qui ose dire qu'il est du Mali. Et pourtant, ils savent que les Maliens sont plus nombreux qu'eux. Certes, ils ont peur, je n'en disconviens pas. Donc nous sommes sortis. Nous avons rencontré notre armée. Et les femmes commençaient à sauter sur les militaires, les enfants également, parce qu'il y a quand même un sentiment de nostalgie qui est là. Ça fait une année et 6 mois. Et juste, notre armée a fini de s'installer au niveau du camp 1. Les gens du MNLA ont commencé à nous attaquer, à nous agresser physiquement. À agresser les femmes, les enfants, même les femmes enceintes. On les a montrés aux Français qui étaient avec l'armée malienne au camp. Donc la première nuit, on était obligé de nous réfugier au camp. Et tenez-vous bien, on a fait 22 jours enfermés au camp. Nous sommes des Tamashek, nous sommes de Kidal, 22 jours enfermés dans un camp qui est à Kidal, tout simplement parce que nous sommes des Maliens. On ne peut pas voir nos familles, on ne peut pas aller au marché, on ne peut pas faire des achats, on n'a droit à rien. Donc, on a accepté cette prison-là. En fait, on dit que c'est une prison, mais à l'intérieur, c'était une joie, parce que nous avons trouvé ce que nous cherchons, être sous le drapeau du Mali. Et au camp, nous étions sous le drapeau du Mali. Donc cette envie-là, cette fierté, nous avons quand même accepté de tout endurer pendant ces 22 jours-là. Et le 28 juillet, on devrait organiser les élections présidentielles. Et les MNLA a tapé toutes les portes pour saboter ce scrutin.
D'abord, je vais vous parler du communiqué du Haut Conseil de l'Unité pour l'Azawad, qui disait à la radio aux gens que celui qui va voter sera responsable de ce qui va lui arriver. Le vieux Intala, il a dit tout, c'est-à-dire il a avancé tous les arguments pour que les gens ne votent pas. Alors qu'on se rappelle bien de son discours à la télévision du Mali. Bon, moi je n'arrive pas à comprendre. Sur la télévision du Mali, vous dites aux gens que vous allez voter, mais le lendemain sur la radio de Kidal, une radio de l'État occupée par ces bandits armés, vous dites aux gens de ne pas voter. Donc, alors on savait que ces élections allaient être sabotées. Et puis, les gens du MNLA ont pu insérer leurs assassins, le président au niveau des différents bureaux de vote. Ce n'est pas pour que ça marche, c'est pour que ça se bloque. Donc, on avait beaucoup de défis à relever. Là, il fallait vraiment avoir ce pays dans son cœur. Décider de mourir pour sa patrie pour le faire. Quand nous sommes engagés dedans, on ne pensait pas s'asseoir un jour pour raconter. Mais il fallait le faire, il fallait montrer le chemin. Nous sommes partis au bureau, nous avons voté. Et tenez-vous bien, au premier tour, c'était à 13%, mais au deuxième tour, c'était à 19%. Donc, nous avons voté, on a réussi, et c'était là un cachet particulier que nous nous sommes fixés. Donc ça, c'était déjà un premier point. Mais avec tout ça, c'était avec des risques. Personnellement, les MNLA est rentré même chez moi dans ma famille pour me chercher. J'ai 3 mois, je n'ai pas vu ma femme et ma fille. Tout simplement, c'est parce que j'ai choisi ma position. Donc, chacun en paye en sa manière. Nous avons des amis qui ont perdu leur moto. On a saccagé leurs maisons. Des maisons ont été brûlées tout simplement parce que c'est des Tamasheks et c'est des Maliens. Un point très. Donc, et moi, ça me fait mal quand on dit que les MNLA représentent les Tamasheks. C'est archi faux. Qui peut me donner ce mandat qui a été signé par tous les Tamasheks qui dit à MNLA que les MNLA nous représentent? Mais qui pourra me les montrer? Je sais bien que c'est personne parce qu'il n'existe pas. Alors on ne peut pas se lever du jour au lendemain, bousiller la vie de tout un peuple pour des idéologies qui sont archi faux. Nous savons que les MNLA, c'est la deuxième figure des terroristes. Quand ça se chauffe dans les grottes de terre rare, ils deviennent MNLA. Quand ça se calme, donc ils retournent à leur machin de drogue et autres. Donc ce sont des enfants de notre localité. Nous le connaissons très bien et nous sommes mieux placés pour dire ce qu'ils sont. C'est vrai que les gens sont venus du monde entier, mais ce qui se passe à Kidal aujourd'hui, c'est honteux. Et ce que nous voyons à Kidal aujourd'hui, d'abord, ce ne sont même pas des Maliens. En plus, ce ne sont même pas des Tamasheks. C'est des gens qui viennent de l'Algérie, de la Libye. C'est des bandits qui n'ont rien à faire chez eux. Ils viennent pour détruire la vie de nos enfants. Mais alors, donc, d'abord, ils ont quel droit pour dire qu'ils vont venir chez nous, nous mettre le bois dans le pied et puis nous offrir une vie d'enfer? Donc, ce ne sont pas nos frères. Ils ne peuvent pas nous représenter. Nous ne sommes pas sur la même bande d'informations. Donc, il y a vraiment des points qui nous différencient de ce que vous appelez les MNLA. Moi, je le dirais au fort, les MNLA ne nous représentent pas. Nous, les Tamasheks, en tout cas, nous sommes des Maliens. Si nous avons un pays, c'est celui-là. Si c'est bon, on est là-dedans. Si c'est pas bon, on est là-dedans. On ne change pas un pays parce qu'on a envie de le changer. Et c'est une fierté pour nous d'être Maliens. Vous avez vu, nos frères, nos pères ont combattu pour sa libération. Vous vous rappelez bien sûr de l'acte d'Anafif? Ce sont les Tamasheks, les Arabes, les Sorais, les Bambara, les Dogons. Ce sont toutes les ethnies du Mali qui ont fait cette opération. Et ce ne sont pas les Blancs qui l'ont fait. Donc c'est pour vous dire que ces pays-là, on tient encore. Et ces fils sont capables. Donc, ce qui se passe à Kidal aujourd'hui, moi je reviens un peu, il y a juste un petit blocage. Vous avez lu les accords de Ouaga. Ben, on a dit d'accord, l'armée va revenir, l'administration va revenir, les éléments seront cantonnés et désarmés. Ben, à ma grande surprise, les éléments, ils ne sont ni cantonnés, ils ne sont ni désarmés, et c'est le contraire, c'est l'armée malienne qui doit jouer ses rôles. Et en plus, l'autre aspect qui ne fait même pas partie de l'accord, et qui fait trop mal aujourd'hui, c'est que les MNLA occupent tous les bâtiments administratifs de l'État. Elles occupent la seule radio étatique qui est à Kidal, l'ORTM. C'est la station régionale de l'ORTM à Kidal. C'est une radio qui a coûté 1 milliard 10 millions pour l'État. Et cette radio, aujourd'hui, elle doit prêcher l'unité, la paix, la solidarité. Et je vous informe qu'elle ne prêche que la haine. Elle ne fait que la propagande du MNLA, son statut, ce principe d'injustice, de violence. Mais c'est pas normal que tout le monde voit ça et ne dit rien.
Et l'armée malienne, aujourd'hui, elle ne peut pas se lever pour occuper cette radio. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des hommes compétents. C'est parce qu'on le dit de ne pas faire. Mais pourquoi, devant cette injustice, le monde entier reste mien? Est-ce que pour vous, la démocratie, ou du moins la neutralité, c'est de jouer de façon à ce que chacun a sa part dans le gâteau, ou de soutenir un côté vis-à-vis de l'autre? Moi, je pense que ce qui se passe à Kidal aujourd'hui, on doit le dire haut et fort. Les Français doivent juste rester à leur place. L'administration doit rester juste à sa place, que tout le monde sache qu'ici, c'est le Mali. On ne peut pas nous opposer à un autre État qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est un peu ça ce qui s'est passé à Kidal. Actuellement, vous savez, cet enregistrement est fait à Bamako. C'est parce que jusque-là, je ne peux pas rentrer à Kidal. C'est parce que jusque-là, ma vie est mise en danger. Tout simplement parce que je suis un Tamashek et je suis du Mali. Et je vais l'assumer aussi s'il le faut. Il n'y aura pas de problème. Mais on ne changera pas de camp. Donc vous avez pris votre décision, vous avez pris votre temps d'appartenir au Mali. Donc, vous en tant qu'animateur radio, hein, dites-moi, la France par exemple continue de demander qu'on puisse dialoguer avec le MNLA. Vous le dites, hein, vous qui êtes ressortissant de là, vous nous dites que ce ne sont même pas les Maliens. Ils viennent d'un peu partout. En bref, c'est des trafiquants de drogue. Et quand la France demande donc à dialoguer et à s'entendre, quelle est la lecture que vous faites par rapport à cela? Si tout de suite, moi je monte une rébellion, je vais en France pour dire, bon, on va causer sur l'indépendance de Clamart, par exemple, ou de Paris. Moi je sais ce que les Français vont me dire. Vous êtes étrangers, vous n'êtes pas chez vous, vous ne pouvez pas parler d'indépendance. Mais ces gens qui parlent de l'indépendance aujourd'hui, ce ne sont même pas des Maliens, comme moi je le dis. Donc quand la France demande de dialoguer, de discuter, mais d'accord, discutons. Mais l'État malien n'a jamais refusé de discuter. Il y a eu tellement combien d'accords? On dit que l'État signe les accords, l'État n'applique pas les accords. Mais moi je vous dis, il y a 20 ans, ce groupe aujourd'hui qui crée la Zinzani à Kidal, c'est celui qui gère Kidal. Il y a 20 ans, on ne fait que financer des projets et des projets. Trouvez-moi, vous, un seul parmi eux qui a fait une seule œuvre de bienfaisance pour Kidal. Trouvez-moi un qui a creusé un puits pour que les pauvres puissent boire. Trouvez un qui a fait une usine pour que la jeunesse travaille. Trouvez un... Où va l'argent de tous ces projets? Alors? Mais bien sûr, ça va dans la cocaïne, ça va dans le bâtiment, ça va dans les voitures, ça va dans les Kalachnikov. C'est pour cela que vous allez voir, dans tous les accords, on demandera trois points. On va vous dire d'abord, il faut réduire le dispositif militaire. Il faut leur donner la sécurité de Kidal. Et puis, il faut qu'il y ait des financements. Pourquoi? Réduire le dispositif sécuritaire parce qu'après, s'ils veulent prendre la ville, ça sera plus facile. C'est plus facile de prendre une ville où il n'y a que 1000 personnes que de prendre une ville où il y a 3000 personnes. Donc, mathématiquement, on peut expliquer ça. Alors, pourquoi les fonds? C'est pour encore s'armer. Parce que ces gens, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et encore, les donner la responsabilité, la gestion de la région, c'est pour qu'ils coordonnent un peu avec leurs frères qui font de la cocaïne, libérer ceci, laisser le passage à cela, faire rentrer ceci, faire sortir ceci. Ce sont là les trois grands problèmes. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, Dieu merci, le Tamashek, il y a une nouvelle génération qui vient de naître. Les gens sont partis à l'école, les gens ont voyagé, ils ont étudié. Maintenant, il y a de jeunes cadres qui veulent que ça change. Moi, je suis sûr et certain que ça va changer. On ne se fera plus gérer par des gens qui ne savent même pas compter leurs doigts. On ne se fera plus gérer par des gens qui ne pensent qu'à eux seuls. Non, la vie, ce n'est pas une seule personne, c'est un ensemble. Donc, tant que vous ne pensez qu'à vous-même, on ne pourra pas traiter avec vous. Donc, c'est un peu cette correction-là qui va venir. Moi, je sais que ça prendra un peu de temps, mais j'en suis fort convaincu. Les choses vont changer à Kidal parce que cette histoire-là, elle est au terme. Elle est vraiment arrivée à son terme. Bien vrai que nous, nos militaires ne peuvent pas parler, je parle des militaires maliens, ne peuvent pas s'exprimer. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu as vu, si tu as entendu des propos sur le fait que les gens du MNLA ne sont pas cantonnés à Kidal? Quelles sont les explications qu'ils peuvent donner ou quelle est toi ton interprétation? Bien sûr. Vous savez, signer un accord, c'est une chose, l'appliquer en est une autre. Vous vous rappelez bien combien de fois l'État a réfléchi avant de signer cet accord. C'est parce que dans cet accord, il y avait beaucoup de points qui posent des problèmes. Quand vous dites à des bandits armés qui ont volé les maisons des gens, qui ont saccagé les marchés, qui ont tué des innocents, qui ont volé des voitures, vous leur dites d'être cantonnés dans la même ville que ces populations qui ont souffert,
forcément, il y aura des problèmes. Quand vous dites, excusez-moi bien du terme, parce qu'il faut que je le dise, quand vous dites à des voleurs armés d'être dans la même ville que des militaires loyalistes, forcément, il y aura des problèmes. Mais cantonner, ça a été dit. Désarmer, ça a été dit. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on n'a pas laissé l'armée malienne assurer la sécurité de la ville de Kidal. Elle n'assure pas à 100%. L'armée se retrouve au niveau du camp. Elle assure la sécurité du marché. Et ça, d'ailleurs, on va la féliciter pour ça. Parce que pour la petite histoire, depuis que les MNLA tournent en ville, on ne fait que voler les boutiques, arnaquer le bien des gens. Mais depuis que l'armée du Mali a commencé à passer la nuit au marché, jusqu'au jour, on n'a pas signalé un cas de vol. Ça veut dire qu'il y a un travail bien qui est en train de se faire. Alors, donc, cette armée se retrouve seulement au camp, au marché qu'elle sécurise, et puis à la BMS. Les checkpoints, ça c'est l'amissement, souvent le Serval. Et puis pour les patrouilles, elles participent, mais pas tellement. En tout cas, elles participent avec l'amissement. Donc, la seule réponse au non-cantonnement et au non-désarmement du MNLA, c'est parce que l'armée malienne ne circule pas en 100% et en toute liberté à Kidal. Si seulement on les laissait tourner pendant 5 minutes, vous n'allez plus entendre du MNLA encore. Plus entendre des bandits armés qui circulent en ville avec les armes. Parce qu'ils savent à quel point, l'armée malienne aime son pays et est capable de le protéger devant n'importe quel ennemi. Donc, ils savent que quand ils seront arrêtés, il n'y aura pas de discussion pour les libérer, ils seront jugés. Et donc, son non-cantonnement, son désarmement, c'est quelque part dû à une complicité que personnellement encore, je n'ai pas encore pu comprendre. Est-ce que la force Serval arrive à dire au MNLA, soit vous cantonnez à Kidal ou vous dégagez de la ville? Est-ce que la force Serval n'empêche pas à l'armée malienne de tourner en ville et d'arrêter tous les bandits armés qui circulent avec les armes? Donc, il y a tellement de questions qui nécessitent des réponses. Mais c'est illégal que le militaire loyaliste soit cantonné et que les bandits armés circulent en toute liberté. Dans les accords de Ouagadougou, il est précisé que si le principe des accords, qui est le cantonnement progressif du MNLA, n'est pas respecté, il y a eu une commission mixte qui a été créée à Gao, oui, qui est là pour voir la non-application et par la négociation peut-il essayer de remédier à ce qui n'est pas effectué. Est-ce que toi tu as vu déjà cette commission en place travailler? Je l'ai vu sur le papier parce que j'ai une copie de l'accord. On m'a parlé une fois d'une de ces réunions, mais moi je ne vois pas l'impact de son travail sur le terrain. Parce que l'accord de Ouaga, rappelez-vous bien, il dit que tous les signataires sont sous la constitution du 25 février 1992. Tous les signataires de cet accord acceptent que le Mali est un seul pays, indivisible, donc l'intégrité du territoire national, Donc pourquoi nous parlons encore de l'Azawad au Mali? Ça a été signé à Ouaga, on ne peut plus parler de l'Azawad. Ils n'avaient plus le droit. Ils n'avaient plus le droit de brandir un drapeau qui n'est pas celui du Mali. Donc, depuis lors, on a commencé à violer cet accord. Depuis qu'on n'a pas accepté un seul drapeau qui est celui du Mali, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est fait? Le vieux Beria Gris et tous les cadres du MNLA, ils embobinent les jeunes, les femmes, pour les faire sortir. Ils les font faire des gaffes, des bêtises, et ils restent chez eux. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas encore cette crédibilité qu'on veut. Les responsables du MNLA ont signé, mais ils ne sont pas capables. Ils ne peuvent même pas dire aux populations que nous, on a signé pour l'unité nationale du Mali. Ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas. Quand ils sont arrivés à l'aéroport de Kidal, donc, quand ils sont arrivés à Kidal, ils ont dit aux gens que vous avez eu l'indépendance. Mais c'est faux, ils venaient de signer pour un Mali un et indivisible. Donc les responsables du MNLA sont incapables de dire aux populations la vraie réalité de l'accord de Ouaga. Moi je suis ravi de rencontrer l'accord traduit en plusieurs langues, mais c'était encore mieux de le lire, c'est-à-dire de faire en audio pour que chacun entende et chacun comprenne les vraies réalités de l'accord. Il n'y aura pas de l'Azawad, même pas dans le rêve.